Bonjour à toutes et tous, chers collègues. Depuis 4 semaines maintenant qu'elle a engagé ses travaux, notre commission d'enquête a entendu des acteurs qui incarnent toute la diversité du champ et de l'écosystème de la commande publique. Collectivités locales évidemment, représentants de l'État acheteur, juristes, journalistes, économistes, acheteurs publics, administrations impliquées dans la promotion des achats durables. Fort de l'ensemble de ces témoignages, nous avons progressé avec monsieur le rapporteur et l'ensemble de nos collègues membres de cette commission d'enquête dans notre appréhension des enjeux actuels en la matière. Il est maintenant temps de les confronter au point de vue de l'État prescripteur des normes de la commande publique incarné par la fameuse direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers. Gardienne de l'orthodoxie dans ce domaine, elle a pour mission d'élaborer sa réglementation et d'établir sa doctrine à travers notamment des fiches techniques de conseils aux acheteurs sur lesquelles s'appuient tous les praticiens de l'achat public. La fameuse DAGE assure aussi le recensement économique de la commande publique, en particulier à travers son Observatoire économique de la commande publique, OECP, avec des données précieuses, mais qui présentent aussi des limites, dont nous avons déjà parlé et sur lesquelles nous reviendrons au cours de cette audition. Nous avons donc le plaisir de recevoir Madame Clémence Olsina, directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît lever la main droite et dire « je le jure ». Avec le micro s'il vous plaît. Je le jure. Je vous remercie. Le droit français de la commande publique a subi de profondes mutations au cours des 10 dernières années, au premier rang desquelles nous pourrions citer l'enrichissement du Code de la commande publique, avec en particulier la montée en puissance des considérations environnementales et sociales liées à la loi climat et résilience, pas de façon exclusive et exhaustive. Sur ce sujet, comment la direction des affaires juridiques a-t-elle réagi et anticipé ces bouleversements? Et vous pourrez nous expliquer de façon plus large si, de votre point de vue, les pouvoirs adjudicateurs seront prêts pour l'échéance d'août 2026 prévue par cette même loi. La réglementation en vigueur, qui est la transposition de directives européennes de 2014, qui vont faire l'objet d'une révision, la procédure a été lancée. Cette réglementation fait l'objet de critiques récurrentes, manque de souplesse, complexité, mauvaise prise en compte des enjeux économiques tels que le soutien à l'économie locale, et en matière agricole aux producteurs locaux, encore aux TPE, aux PME ou à l'innovation face aux mastodontes internationaux. Ces critiques sont-elles, selon vous, fondées ou, moyennant une certaine technicité, le cadre actuel permet-il de répondre à toutes ces préoccupations? Il n'en reste pas moins que cette réglementation va être amenée à évoluer dans un avenir proche, la Commission européenne, comme je le disais, ayant engagé le processus de révision des directives en question. Vous pourrez nous indiquer le rôle que vous jouez dans l'élaboration de la position de la France sur ce dossier et les premières orientations qui pourraient se dessiner. Enfin, alors que le pilotage par la donnée de la commande publique est désormais la clé de son efficience, c'est très clairement ce qui ressort des auditions que nous avons déjà pu mener. L'appareil statistique de l'État semble comporter très clairement des lacunes, malgré le développement de l'open data ces dernières années. Comptez-vous prendre des mesures pour améliorer son exhaustivité? Je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera, ainsi que les membres de notre commission d'enquête. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie de nous convier à cette audition et à ces travaux que nous suivons bien sûr avec beaucoup d'intérêt au sein de cette direction. Je vous propose de revenir très brièvement, parce que vous l'avez déjà un peu rappelé, Monsieur le Président, sur le rôle de la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers en matière de commande publique, avant d'évoquer de façon rapide la façon dont les grands principes qui guident l'élaboration de ce droit ont évolué depuis ces 10 dernières années et tracer quelques perspectives en réponse à vos questions. Alors, la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
et compétente depuis sa création en 1998 dans l'État dans sa forme actuelle en matière d'analyse et d'élaboration du droit de la commande publique sous l'égide du ministre chargé de l'économie. La DAGE, comme vous l'avez appelé, et plus précisément sa sous-direction de la commande publique, qui compte aujourd'hui un peu moins d'une quarantaine d'agents, exerce à ce titre une triple mission. Et ces 3 missions sont indissociables et ça n'est pas sans lien avec le fond de vos interrogations. D'abord, une mission d'élaboration normative, bien sûr. Elle propose ou expertise les propositions d'évolution des normes à tous les niveaux, étant souligné qu'elle n'a pas, loin de là, c'est une évidence, le monopole de l'initiative normative dans ce domaine. Au niveau réglementaire, elle a proposé à ce titre récemment encore des décrets de simplification de la commande publique adoptés en toute fin d'année dernière. Niveau législatif, avec une actualité brûlante, avec l'examen notamment du volet commandes publiques du projet de loi en matière de simplification de la vie économique, et au niveau européen où elle élabore en premier lieu, mais ensuite sous l'égide de la coordination interministérielle qui est réalisée à Matignon, les positions françaises qui sont portées ensuite dans les instances européennes, avec une actualité qui vient et qui monte, avec la révision notamment des directives en matière de commande publique qui est annoncée pour l'année prochaine par la Commission européenne. Deuxième mission, une mission de conseil aux acheteurs, vous l'avez dit, qu'elle exerce non seulement auprès des directions du ministère, mais également de l'ensemble des administrations de l'État et de ses établissements publics. Cela correspond à environ 1 millier de consultations par an produites par cette direction, et une mission qui se double d'un rôle très important et auquel nous sommes très attachés de diffusion de la doctrine d'application du droit de la commande publique, de ses bonnes pratiques sous de nombreuses formes. Vous en avez rappelé quelques-unes, Monsieur le Président, la mise en ligne de fiches techniques, de points d'actualité, de réponses à des questions fréquemment posées par les acheteurs, mais également de documents types d'aide à la rédaction des décisions, une vingtaine de guides et de recommandations pratiques à l'adresse des acheteurs et des praticiens, avec quelques exemples récents, un guide en matière de bonnes pratiques en matière de facturation et de règlement dans les marchés de travaux, guide sur le règlement amiable des différends, par exemple, ou encore guide sur l'achat innovant. Et dans des formes aussi plus innovantes, justement, avec des webinaires de formation de tous les acteurs de l'achat durable au niveau national et local, ou encore un module de formation en ligne dédié aux startups développé en lien avec la French Tech. Elle élabore également les cahiers des clauses administratives générales et techniques et elle s'appuie aussi sur la collaboration, je le signale, avec la cellule d'information juridique en matière d'achat public qui est localisée au sein de la Direction régionale des finances publiques à Lyon, qui répond au questionnement des collectivités territoriales en matière de commande publique et que nous appuyons notamment sur ces questionnements les plus complexes. Donc l'exercice de cette mission de conseil, il est assis sur des liens étroits, permanents, avec les acteurs de la commande publique, qu'il s'agisse des représentants des acheteurs nationaux, locaux, des autorités concédantes, des opérateurs économiques ou encore du monde de la recherche, qui sont rassemblés, vous l'avez rappelé, notamment dans le cadre de l'Observatoire économique de la commande publique que cette direction pilote. Troisième mission, et nous y viendrons aussi, une mission de suivi économique, statistique et technique de l'achat public. Et à ce titre, la direction est notamment responsable du recensement des données essentielles de la commande publique, nous y reviendrons, ainsi que du pilotage de certains chantiers numériques ou de dématérialisation, étant précisé, mais vous le savez, que le pilotage de la plateforme Place d'achat de l'État est quant à lui assuré par la direction des achats de l'État. Mais dans ce cadre, la direction porte par exemple aujourd'hui, avec la direction interministérielle du numérique, un chantier de simplification des candidatures en ligne. En somme, donc, la direction joue un rôle de référent interministériel en matière de commande publique avec quelques partenaires plus quotidiens que je mentionne, notamment la direction des achats de l'État ou encore la mission d'appui au financement des infrastructures, FININFRA, au sein de la Direction générale du Trésor. Ce rappel de positionnement étant fait, j'en viens maintenant au cœur de vos interrogations, ou en tout cas, je les introduirai ici sur le fond. Tâcherai d'esquisser quelques éléments de bilan
des évolutions normatives qu'a connues le droit de la commande publique et que vous avez évoqué ici depuis un mois, et tracer quelques perspectives. Premier point, le droit de la commande publique en vigueur est d'abord un droit très largement européanisé aujourd'hui. Il est le fruit du dernier paquet commande publique constitué de 3 directives, directives sur les secteurs classiques, secteurs spéciaux et pour la première fois directives relatives aux concessions. Je soulignerai ici que c'est un cadre qui est resté stable, alors que certains jugent aujourd'hui, nous y viendrons à certains égards, inadapté aux enjeux, mais qui est resté stable depuis 10 ans et qui a unifié le droit de la commande publique autour de ces 2 notions, de marché public et de concession. Ce qui a constitué, et c'est mon deuxième point, quand on regarde de façon rétrospective les grandes évolutions du droit de la commande publique depuis 10 ans, un élément important de simplification du paysage juridique en matière de commande publique, puisque ces directives ont été transposées en droit interne par 2 ordonnances de 2015 et 2016 qui elles-mêmes ont rationalisé et rassemblé des règles qui étaient auparavant très largement éparpillées dans 2 codes, l'ancien code des marchés publics, code général des collectivités territoriales, 3 ordonnances, 1 loi. Donc tous ces textes ont été rassemblés à l'occasion notamment de cette transposition dans ces 2 ordonnances, avec une rationalisation équivalente intervenue au niveau réglementaire et qui a donné lieu à l'adoption du Code de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019. Et donc, j'y reviens, un premier point important du bilan d'application du cadre juridique de la commande publique, ce cadre unifié, harmonisé et de ce fait plus lisible, qui constitue aujourd'hui la boîte à outils juridique complète des acheteurs, de la préparation du marché jusqu'à son exécution. Troisième point, qui me semble important, c'est un droit qui a sans doute encore des marges de simplification, et nous y reviendrons, mais c'est un droit qui a accompagné un fort dynamisme des achats publics et qui a fait la preuve de son adaptabilité à de nombreux épisodes de crise. Et donc on peut sans doute parler d'un droit garant de principes notamment constitutionnels que je rappellerai, mais non pas seulement en tout cas d'un droit carcan. Sans abuser de formules. Ce cadre juridique, il n'a pas constitué un obstacle à ce que l'achat public passe en France de près de 84 milliards d'euros en 2016 à plus de 170 milliards d'euros en 2023 pour les seuls marchés publics, donc un dynamisme important. Et ce cadre s'est adapté, alors parfois au prix d'évolutions législatives, c'est vrai, à plusieurs crises, notamment la crise sanitaire qui a donné lieu à des évolutions des règles, notamment d'exécution financière, du cadre des circonstances exceptionnelles, et encore tout récemment, avec un exemple de réponse efficace apportée, en tout cas sur le plan normatif bien sûr, aux circonstances urgentes faisant suite au passage du cyclone Chido à Mayotte. Tout ça dans un cadre européen qui nécessite sans doute des adaptations, mais qui a permis tout de même de faire face à ces situations inédites. Quatrième point, c'est un droit qui a indéniablement vu les principes qui le guident et ses objectifs s'enrichir et de ce fait sans doute aussi se complexifier en partie, même s'il convient tout de même historiquement de nuancer cet effet de nouveauté, puisque la commande publique a de très longues dates, on pourrait remonter au XIXe siècle, traduit les priorités de politique publique de l'époque, mais c'est un mouvement qui s'est accentué indéniablement au cours des dernières années, avec d'une part un droit de la commande publique qui reste le garant essentiel de la bonne utilisation des deniers publics, de la performance de la gestion de l'action publique, grâce aux principes constitutionnels de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence. Et sur ce seul point, le droit de la commande publique est déjà le résultat d'un équilibre entre la liberté contractuelle et la sécurité juridique des acheteurs. Voilà, d'une part. D'autre part, la commande publique représente un levier d'action économique et un levier majeur avec un poids que j'ai rappelé en 2023, 170 milliards d'euros, sans compter les concessions. Au niveau européen, c'est 14% du PIB, environ 2000 milliards d'euros, et donc un levier qui est sans doute de plus en plus appelé à jouer un rôle stratégique au service des politiques publiques. Et ces objectifs stratégiques,
qui s'additionnent donc aux grands principes constitutionnels, notamment que j'ai rappelés. On pourrait les résumer essentiellement autour de 3 pôles, de façon très schématique. Un objectif d'abord de promotion d'une commande publique durable et responsable, vous l'avez rappelé, avec de ce point de vue un enrichissement significatif du droit de la commande publique au niveau national, avec l'article 35 de la loi climat et résilience qui est venu prévoir à l'horizon d'août 2026 l'obligation d'introduire dans tous les marchés publics des considérations environnementales, mais aussi un objectif qui guide de plus en plus le droit européen, notamment dans certains textes sectoriels qui ont été adoptés dans la fin de la dernière mandature dans le cadre du pacte vert. Nous pourrons y revenir. Deuxièmement, un objectif plus récent et sans doute appelé à monter fortement en puissance dans les années à venir, un objectif de renforcement de la résilience, de la sécurité et de la souveraineté économique, qui est déjà présent dans l'arsenal propre, par exemple, au marché de défense et de sécurité, pris en compte d'une façon plus nouvelle dans certains textes européens récents, notamment le texte sur les industries net zéro, dont vous avez pu parler dans cette enceinte, et qui est une préoccupation croissante, sans doute centrale, dans le cadre des débats que nous aurons dans le cadre de la révision qui s'annonce des directives européennes. Troisièmement, un objectif particulièrement d'actualité au plan interne de simplification, en particulier pour accompagner l'accès des petites et moyennes entreprises, dont un rapport, je note, de la Cour des comptes européenne a noté qu'il n'avait pas progressé au niveau européen en 10 ans. En France, il a également stagné, là où ailleurs, il a pu même baisser, et faciliter aussi l'accès à la commande publique des acteurs économiques innovants. Voilà, donc on peut résumer ces enjeux autour de ces 3 pôles. La prise en compte de ces objectifs, elle passe en partie, mais en partie seulement, et je pense que c'est important aussi de le dire, par des adaptations normatives qui sont soit déjà en cours, soit devant nous. Au plan interne, d'abord, le gouvernement conduit des travaux de simplification qui trouvent une traduction, je l'ai rappelé, dans des décrets récents de simplification, notamment tournés vers l'assouplissement des règles de nature à accompagner et faciliter l'accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises. Et le projet de loi de simplification de la vie économique va dans le même sens, avec une attention portée également à la facilitation, à l'assouplissement des règles en matière de marché innovant. Donc ce sont des ajustements, des assouplissements, mais sans bouleversement principiel des cadres à la fois constitutionnels européens que j'ai rappelés. Au plan européen, ensuite, je l'ai indiqué, la prise en compte de ces enjeux appelle un chantier normatif sans doute de plus grande ampleur. Ce qui ne veut évidemment pas dire que tout doit être réécrit, en vue de compléter le cadre en vigueur pour traduire ces différents objectifs. La Commission européenne a annoncé ce chantier. Les autorités françaises y avaient été favorables, avaient plaidé en ce sens. Il est aujourd'hui lancé avec l'actualité immédiate d'une consultation au niveau européen que la direction des affaires juridiques relaie et amplifie même au plan interne. Elle a déjà mené plus d'une dizaine de groupes de travail associant toute administration, opérateurs économiques, représentants des acheteurs, monde aussi académique, à cette réflexion importante et qui va sans doute présider au cadre normatif qui nous accompagnera, que nous négocierons d'abord dans un premier temps dans les prochaines années et qui nous accompagnera sans doute pour une décennie ensuite, si l'on en croit le cadre en vigueur. Donc des textes devraient être présentés en 2025 déjà pour certains secteurs stratégiques et en 2026 pour ce qui concerne la réouverture des directives que j'ai rappelées. Je conclurai mon propos par 2 considérations plus générales, en indiquant d'abord que le droit de la commande publique est aujourd'hui à la croisée d'objectifs de politique économique multiples qui doivent être conciliés. Il apparaît de notre point de vue peu réaliste d'espérer opérer une simplification en neutralisant la prise en compte de tel ou tel de ces objectifs qui sont tout simplement le reflet du poids de la commande publique dans l'économie et du rôle d'orientation par la demande qu'elle doit jouer à ce titre. Il appartient donc à toutes les parties prenantes de l'édiction des normes nouvelles d'assurer
que ces objectifs dont nous sommes, mais pas seulement, d'assurer que ces objectifs soient conciliés, ne se neutralisent pas, et en particulier qu'elles ne se fassent pas au détriment d'une simplification absolument indispensable. Pour autant, et c'est mon dernier point, il faut, si je puis dire, laisser aussi la norme à sa place, c'est-à-dire à sa place d'outil, parmi d'autres, des politiques d'achat. Toutes les réponses aux objectifs de performance et de simplification ne peuvent pas et ne doivent pas être normatives. Et c'est aussi le reflet de l'action de cette direction que je décrivais à titre liminaire. La sobriété et la stabilité normative sont dans bien des cas des vecteurs efficaces de simplification, l'accompagnement des parties prenantes, leur professionnalisation, la modernisation des outils, notamment numériques, fournissent le socle d'un pilotage plus fin par les données de la commande publique, sont des enjeux au moins aussi prioritaires pour donner corps à une véritable simplification. Et ce sont en tout cas les objectifs que s'assigne cette direction au travers des chantiers que j'ai rappelés. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la directrice, votre titre dit bien les affaires juridiques de l'économie et des finances et souveraineté industrielle et numérique. Donc j'aurais deux questions différentes. La première, c'est le cadre juridique de la commande publique ne cesse de se complexifier. Vous en avez un peu parlé, mais quelle initiative comptez-vous prendre pour le simplifier ou tout le moins en assurer une stabilité? Et la deuxième, c'est l'échelon au-dessus, c'est vis-à-vis de l'Europe. La France doit-elle bien défendre à Bruxelles, dans le cas du processus de révision des directives sur la commande publique, la génération d'un principe européen? Et là, je m'inspire un peu de ce qui est fait de côté vers les États-Unis. Ils ont un Small Business Act. Est-ce qu'on va décider à un moment donné, au niveau de l'Europe, d'avoir la réciproque? Deuxième question. Et par rapport à la souveraineté industrielle numérique, comment mieux prendre en compte les enjeux de souveraineté numérique dans le cadre de la commande publique vis-à-vis, notamment toujours, et là on le voit actuellement avec l'arrivée de Trump, la législation extra-européenne américaine. Et j'en aurai que deux exemples sur lesquels je voudrais votre sentiment. C'est d'abord l'hébergement des données de santé chez Microsoft. C'était un marché important qu'on aurait pu donner à nos startups. Je me demande s'il y a eu un marché, s'il y a eu une mise en concurrence. Et dernièrement, les données d'enseignement supérieur. Je pense qu'on parle de 74 millions minimum d'hébergement chez Microsoft également. Et j'en viens plus précisément à l'école polytechnique, qui est quand même une école de recherche, où il y a peut-être futurs brevets, des choses d'excellence, qui sont hébergés pour moi chez Microsoft. Et ça me rappelle quand même dans votre nom la souveraineté numérique. Et je me demande si elle est bien prise en considération. Voilà mes deux types de questions. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, la simplification, je l'ai rappelé, et l'enjeu de sobriété normative, elle est intégrée par cette direction déjà depuis de nombreuses années. Et comme je l'ai rappelé à titre liminaire, toute l'œuvre de codification qui a été opérée en 2000, qui a donné lieu à l'entrée en vigueur du Code de la commande publique en 2019, en est l'une des traductions. Vous en avez des traductions aussi toutes récentes dans le cadre du plan de simplification que porte le gouvernement, qui a trouvé un volet réglementaire très récent, l'adoption de 2 décrets simplifiant le cadre de la commande publique, adopté en fin décembre 2024, qui comporte plusieurs dispositions qui visent notamment à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. J'en donne ici quelques exemples seulement. L'assouplissement des conditions dans lesquelles peuvent se constituer des groupements de candidature ou être modifiés, ou ces groupements être modifiés en cours de procédure. L'uniformisation pour tous les acheteurs soumis au Code de la commande publique des règles relatives au déclenchement du délai de paiement, du solde des marchés de travaux par exemple, la suppression de la date limite de fin de remboursement des avances, l'abaissement du montant maximum de la retenue de garantie applicable aux grandes collectivités et aux grands établissements publics de l'État, ou encore, et cet aspect trouvera un écho vraisemblablement dans le cadre du projet de loi en cours de discussion,
la prolongation du rehaussement du seuil de publicité et de mise en concurrence applicable au marché de travaux au niveau de 100 000 euros, qui est une disposition qui a été prise en réponse à la crise sanitaire en 2020, prolongée en 2022 dans le contexte de la crise, la flambée des prix des matières premières, et qui sera vraisemblablement pérennisée dans le cadre de la loi et qui est une réponse notamment aux enjeux de simplification dans ce secteur et d'accès des PME à la commande publique. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur d'autres dispositions qui sont en cours de discussion dans le cadre du projet de loi de simplification. J'en mentionnerai notamment 2 qui sont portés par le gouvernement, qui ont trait notamment au rehaussement du seuil de publicité de mise en concurrence pour les marchés innovants, qui tient directement compte des considérations qui ont présidé au rapport Draghi. Vous avez parlé des enjeux de concurrence et de compétitivité normative à l'échelle internationale, c'en est une des traductions, et la capacité aussi de réserver certaines parts de marché aux jeunes entreprises innovantes. Donc tout ce dispositif est une réponse à l'enjeu de simplification que vous avez évoqué. S'agissant de l'enjeu plus spécifique que vous mentionnez de la souveraineté, un rappel d'abord sur l'état du cadre juridique applicable. Notre droit en vigueur, le droit interne national qui reflète en cela le droit européen notamment, est aujourd'hui guidé par un principe d'égalité d'accès et de non-discrimination en matière d'accès à la commande publique et qui donc proscrit en principe la prise en compte de considérations d'origine ou de nationalité, plus exactement, de l'entreprise bénéficiaire du marché. Avec à cela tout de même quelques tempéraments, et c'est important de le rappeler, qui sont déjà pris en compte dans l'arsenal juridique existant. Au niveau européen, les directives aujourd'hui en vigueur permettent notamment d'exclure une candidature provenant d'une entreprise établie dans un État tiers qui n'est pas couvert par l'accord sur les marchés publics de l'OMC ou par une convention internationale prévoyant l'ouverture des marchés publics de l'État tiers en question. Donc ça, c'est un premier levier qui permet d'exclure certaines candidatures d'États tiers. La directive sur les secteurs dits spéciaux comporte aussi un dispositif de préférence qui permet également d'exclure des candidatures en considération de la part de production réalisée dans des États tiers non soumis, là encore, à des accords, des conventions internationales. Et on peut encore citer le règlement récent NZIA, Net Zero Industry Act, que j'ai rappelé à titre liminaire, qui est une évolution conceptuelle importante en droit européen, qui tient compte pour la première fois du degré de dépendance de l'Europe pour les filières considérées à des pays tiers. Lorsqu'on considère que cette dépendance lorsqu'on constate que la majorité de la production provient d'États tiers, alors les acheteurs concernés auront l'obligation d'introduire des clauses prévoyant l'origine européenne majoritaire des produits. Ça, c'est pour le règlement dit Net Zero Industry Act qui concerne les filières notamment dites d'industrie propre, de production de batteries, pompes à chaleur, photovoltaïque. Donc ça, c'est un dispositif nouveau conceptuellement et important en droit européen qui tient compte du degré de dépendance et qui prévoit de ce fait une forme d'outil de souveraineté européenne pour ces filières industrielles tout à fait stratégiques. Ce qui est devant nous va sans doute, ou va peut-être, puisqu'il est très tôt pour le dire, va peut-être au-delà.
Et ce qu'il est important de noter, c'est l'évolution notamment conceptuelle opérée par la Commission européenne dans ce domaine qui, en ce début d'année, a publié 2 communications relatives à la boussole de compétitivité et aux industries vertes qui emploient expressément le terme de préférence européenne. Donc la Commission européenne annonce que les initiatives européennes que j'ai évoquées en matière d'industrie verte stratégique et en matière de commande publique devront intégrer cette considération de préférence européenne. Il nous appartiendra bien sûr de donner un contenu juridique plus précis. Ça va être l'un des enjeux, à mon avis, clés de la révision et de la négociation qui s'annonce à ce que c'est qu'une préférence européenne, et notamment à la façon dont on pourra s'assurer, et on demandera aux acheteurs de s'assurer de l'origine européenne des produits qu'ils acquièrent. Voilà. Donc c'est une bascule sur ce dernier point de souveraineté, monsieur le rapporteur, qui, à mon avis, qui est déjà présente dans le droit en vigueur, notamment le droit européen, et qui est appelée sans doute à s'accentuer, sous réserve de cette négociation à venir, bien sûr, mais à laquelle les autorités françaises sont favorables, et ceci de façon transversale, c'est-à-dire pas seulement pour les quelques secteurs stratégiques que la Commission identifiera, mais au-delà, de façon transversale, dans le cadre général applicable à la commande publique au niveau européen. Dernièrement, nos données, je veux dire, de l'enseignement supérieur, ce qui me paraît extrêmement stratégique. Là-dessus, j'ai aucune réponse de votre côté. Qu'est-ce qui permet, et alors je ne sais pas s'il y a une mise en concurrence, on regardera plus tard, mais ça m'inquiète fortement. On a des hébergeurs français dans les clouds, et là on donne toutes nos données, alors on donne des pseudo-garanties que ça reste chez nous. Je ne suis pas sûr que ça reste chez nous, puisque vous savez très bien le système américain, comment il est fait. Cette guerre qui vient d'être déclarée par M. Trump à l'Europe va être un peu une guerre économique, et si on héberge nos données dans des sociétés étrangères, je ne vais pas dire hostiles, mais qui peuvent se permettre de tirer par les ficelles tout ce qui va être hébergé, je ne peux pas comprendre qu'on parle de souveraineté industrielle et numérique. On est loin de ça. On n'a pas des éléments, on vient de donner, je vous dis, 74 millions d'une commande, et quand on parlait d'intégrer nos start-up dans les appels d'offres, je ne vois pas de trace du tout de ça. On a quand même des startups françaises, on a des gens qui me sont comme OVH ou autres, qui ont les capacités. On ne les a pas vus, alors on va aller plus loin dans notre enquête, mais je trouve qu'aujourd'hui, vous qui êtes responsable de cette direction-là, votre réponse ne s'assure pas du tout. Du tout. Alors, monsieur le rapporteur, premier point, je vous réponds à la place qui est la mienne, qui n'est pas celle de prescripteur des achats de l'État, je me permets de le souligner. Donc tous les achats qui sont opérés par les différents ministères ne sont pas soumis à cette direction, ça n'est pas notre rôle, c'est le rôle de la direction des achats de l'État, mais que néanmoins nous appuyons directement en termes de conseil juridique et dont nous nous inspirons évidemment des chantiers pour élaborer les évolutions ou les propositions d'évolution du droit de la commande publique. C'est un premier point. Donc je ne pourrais pas vous répondre en tout cas sur siège sur les différents marchés que vous avez évoqués qui concernent différents ministères. Ce que je peux répondre, c'est que le droit en vigueur permet néanmoins d'ores et déjà d'introduire dans les marchés des considérations qui ont trait aux enjeux de sécurité, notamment de sécurité des données. Ça, c'est une considération qui peut être prise en compte dès lors qu'elle n'aboutit pas notamment à discriminer entre des entreprises à l'échelle du marché intérieur. C'est tout à fait, juridiquement quelque chose qui est tout à fait possible en l'état du droit en vigueur et qui est garant de la souveraineté des données, en l'occurrence, que vous évoquez. Merci. Alors, Monsieur Lurel, Monsieur Salmon.
Monsieur Lurel. Précision. Qui décide du classement en secteurs spéciaux, comme vous dites, ou secteurs stratégiques? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une différence entre les deux? Qui décide? Est-ce un décret? Parce qu'à l'époque, M. Dominique de Villepin avait décidé que Danone, c'était stratégique. Est-ce que la souveraineté numérique, il y a vraiment souveraineté dedans? Est-ce qu'en ciblé des données, comme l'évoque notre rapporteur, pour des entreprises étrangères, au-delà des quelques fenêtres que vous avez ouvertes, est-ce que la France, décidant que stocker des données à l'étranger, ça touche à la souveraineté numérique? Est-ce que, sans violer pour autant l'égalité d'accès au marché public, est-ce que c'est l'Europe qui décide de classer tel ou tel secteur en secteur stratégique ou spéciaux? Vous me direz s'il y a une différence entre les deux concepts. Auquel cas, c'est vrai, on peut s'étonner de ce type d'opération. Ensuite, est-ce que la préférence est déjà dans les textes? Apparemment, oui. Est-ce que donc la direction des achats met ça dans le règlement de la consultation? Est-ce que ça peut être un critère d'attribution de marché dans les APC ou dans les appels à manifestation d'intérêt d'investissement, par exemple? Est-ce que ça peut être un critère au-delà de la valeur technique, du prix et tout ça? Est-ce que la préférence européenne, et j'allais dire une priorité donnée à nos secteurs stratégiques, peuvent figurer dans les règlements de la consultation? S'il vous plaît, on va prendre la question aussi de Monsieur Salmon. Oui, merci. Bon, j'avais un certain nombre de questions, mais vous avez quand même répondu à pas mal déjà. Justement, sur la souveraineté et les dépendances, quels critères peuvent être mis en place concernant les maintenances, lorsqu'on achète du matériel, des maintenances qui nous rendraient dépendants du pays auquel on a acheté, les maintenances aussi en termes de mise à jour, avec les logiciels, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a des critérisations pour cela qui nous permettent d'orienter la commande publique? Sinon, l'autre question, je ne vais pas dire qu'elle est anecdotique, mais elle est assez différente. Les marchés publics font l'objet aujourd'hui de publicité dans la presse. Il semble que demain, ce ne sera plus le cas. Enfin, c'est ce que j'ai cru entendre. Et donc, c'est une ressource, ces marchés publics, pour la presse. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet-là? Alors, pour répondre d'abord à la première question, aux premières questions qui ont été posées sur les secteurs spéciaux et les secteurs stratégiques, ce sont effectivement, monsieur le sénateur, deux notions différentes. Le droit européen tel qu'il résulte des directives de 2014 comporte une directive dite applicable au secteur classique et une directive dite secteurs spéciaux applicables au secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux qui font l'objet de règles propres en matière de commande publique de ce fait. Les secteurs stratégiques, en revanche, que j'ai évoqués, ce sont ceux qui sont mis en avant et annoncés par la Commission européenne comme devant faire l'objet d'une initiative législative qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, tendant, en réponse notamment au contexte géopolitique tel qu'il a évolué, à mieux les protéger et qui inclura notamment un volet relatif au droit de la commande publique qui pourrait inclure pour la première fois cette notion de préférence européenne. Et donc ça répond aussi à votre deuxième question. Effectivement, aujourd'hui, en l'état du droit, on ne peut pas inclure, au sens strict du terme, une préférence européenne. Ce n'est pas un critère qui soit pris en compte avec toutes les réserves que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui existent déjà dans notre droit en vigueur,
que ce soit vis-à-vis des États tiers non couverts par des conventions d'accès au marché ou aux textes qui permettent de tenir compte d'un degré de dépendance à l'égard de certains pays tiers non couverts eux aussi par de tels accords. Et j'ai oublié de mentionner tout à l'heure également des textes importants en matière de défense commerciale qui ont été adoptés par la Commission, à l'initiative de la Commission par l'Union européenne en 2023 et qui renforcent les outils dont dispose l'Union européenne pour faire face à des pratiques déloyales de pays tiers, notamment des pratiques déloyales en termes de fermeture d'accès à leur marché public ou en matière de subvention. Tous ces outils existent déjà. En revanche, la préférence, ça, non, c'est un concept qui aujourd'hui n'existe pas dans le droit en vigueur, que la Commission annonce et que la France soutient fortement, en particulier dans le contexte économique que vous avez rappelé. Je soulignais en réponse à Monsieur le rapporteur qu'en matière de sécurité des données, il est néanmoins déjà possible, dans le cadre du droit en vigueur, d'établir des critères qui permettent de s'assurer de la sécurité des données dans les solutions d'hébergement notamment qui sont acquises. Ça, c'est quelque chose qui est légalement possible de prendre en compte. Mais cela fera partie aussi des enjeux de cette directive que de nous donner des outils plus précis et plus adaptés pour mieux tenir compte de ces enjeux, notamment ces enjeux de cybersécurité que vous mentionnez, seront probablement l'un des aspects sur lesquels nous négocierons, en tout cas pour le compte des autorités françaises, des dispositifs plus adaptés. Monsieur le sénateur, vous m'avez interrogé notamment sur je pense que cela fait écho au débat en cours sur l'article 4 du projet de loi de simplification de la vie économique qui propose d'étendre le recours à la plateforme de l'État Place. Cette disposition, il faut bien la distinguer d'un autre sujet et ne pas faire la confusion entre les deux, qui est celui de l'obligation de publicité des marchés publics qui est opérée sur certains supports et notamment dans le cadre de la presse quotidienne régionale. Cette obligation de publicité, elle n'est absolument pas remise en cause dans son champ d'application, ni dans ses supports. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas d'évolution proposée par le gouvernement. Ce que le gouvernement a proposé et que le Sénat a proposé d'étendre dans le cadre de ce projet de loi, c'est le recours à la plateforme Place de dématérialisation, donc du profil d'acheteur, pour reprendre le terme, de l'État, en étendant le champ à tous les établissements publics de l'État et organismes sociaux, ce qui représente à peu près 17% en gros de part de marché, tout le reste restant un secteur concurrentiel pur, c'est-à-dire notamment occupé par les profils d'acheteurs qui sont développés en particulier par les éditeurs de logiciels et donc notamment par la presse quotidienne régionale. L'évolution qui a été introduite au Sénat conduit à étendre le recours à Place pour les collectivités territoriales qui en feraient la demande. Voilà, c'est une initiative donc parlementaire s'agissant des collectivités et qui reste aujourd'hui soumis au débat et au vote du texte à l'Assemblée nationale et ensuite en CMP. Merci. J'aurais pour ma part quelques questions. Vous avez évoqué la direction des achats de l'État que nous avons déjà reçue, mais nous allons poursuivre notre dialogue avec cette direction comme avec un certain nombre d'interlocuteurs que nous avons auditionnés. J'aimerais que vous puissiez nous en dire davantage sur l'articulation concrète opérationnelle au quotidien entre la direction des affaires juridiques et la direction des achats de l'État. Jusqu'où intervenez-vous? Quels sont vos moyens d'intervention?
Alors vous avez parlé de droit garant et de droit carcan. Bon, je pense que c'est aussi le rôle évidemment d'une direction des affaires juridiques de mettre peut-être un certain nombre de limites. Quelles sont-elles et de quels outils disposez-vous? Vous avez fait mention d'un certain nombre de contraintes aujourd'hui que nous observons et qui ont été objectivées par aussi bien la Cour des comptes française que la Cour des comptes européenne, s'agissant notamment de l'intégration des considérations environnementales. Nous avons reçu hier le premier président, hein, c'est cela. Non, pardon, le président de la vice-présidente de chambre. Oui, c'est ça, vice-président de chambre, qui était à l'initiative du rapport et qui a bien rappelé que ces considérations en fait étaient finalement assez marginales. De la même façon, la Cour des comptes européenne insiste bien sur la diminution de la concurrence réelle dans les différents marchés. Donc, est-ce que vous prenez bien ces éléments-là en ligne de compte et avez-vous l'ambition, en tout cas, de contribuer à pouvoir leur apporter une réponse à la place qui est la vôtre, encore une fois? Deuxième question, vous avez insisté à raison, évidemment, sur la sobriété normative, que tout ne devait pas forcément passer par un cadre législatif ou réglementaire contraignant, mais d'une certaine manière, quand il y a de la souplesse, finalement, il y a aussi de l'inertie. On l'observe avec l'État qui devrait avoir adopté son SPASER, schéma de promotion des achats socialement écologiquement responsables. Donc nous avons bien compris que vous n'étiez pas prescripteur des besoins ou de la stratégie d'achat, mais d'une certaine manière, là, votre rôle, c'est aussi de garantir que, de mon point de vue en tout cas, l'État est au rendez-vous et que les règles qu'il souhaite voir appliquées par notamment les collectivités locales, il doit être le premier à en faire la preuve. Là, ça n'est pas le cas. Et c'est vrai, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de contrôle sur ces fameux SPASER. Qu'en est-il précisément? Parce que nous avons bien eu confirmation hier lors de notre audition de la Cour des comptes que des engagements semblaient avoir été pris au cours de l'été 2024 pour une adoption avant la fin de l'année 2024. Ça n'a pas été le cas. Quel est le circuit de décision et quel est là aussi le rôle de la direction des affaires juridiques? Sur les données, vous avez évoqué la modernisation des outils numériques. Ça, je pense que sur cette ligne assez générale, on peut se retrouver. Vous avez parlé des données essentielles. Qu'en est-il des données étendues et quelle signification donnez-vous précisément à la modernisation des outils numériques? Parce qu'on voit bien qu'il y a des enjeux quand même majeurs aujourd'hui, des données qui sont lacunaires, l'enjeu de l'interopérabilité des systèmes aussi bien du côté de l'État qu'entre l'État et les collectivités qui peuvent être à la pointe pour certaines d'entre elles sur le sujet. Et je ne vais pas insister de façon excessive sur ce que peut faire par exemple la région Bretagne, où nous avons là l'exemple d'une collectivité qui est à la pointe, l'État qui arrive après et qui ne se préoccupe pas justement de l'interopérabilité de ces systèmes. Et puis dernière question sur les Outre-mer, vous avez évoqué Mayotte, là aussi à la place qui est la vôtre, hein, bien entendu. Mais dans les premières auditions que nous avons conduites, il est apparu clairement qu'il y a eu d'ores et déjà quand même un certain nombre de défaillances. Alors chacun renvoie la balle à d'autres, mais ce que nous disent les acteurs de terrain sur Mayotte, hein, si on prend le seul exemple de l'eau, c'est que au-delà des effets d'annonce qui ont pu être proférés par les uns ou par les autres, les besoins ne sont pas satisfaits, n'étaient pas satisfaits, ne le sont toujours pas. Et donc là, quel est votre rôle? Alors on a bien compris que c'était probablement davantage le ministère de l'Intérieur qui était concerné et nous aurons l'occasion de les auditionner, mais j'imagine bien qu'avec l'expertise qui est la vôtre en termes de commandes publiques et de capacité à faire face aussi à des situations d'urgence, vous devez forcément, vous l'avez dit vous-même, hein, vous êtes référent interministériel, donc être sollicité pour que l'État là aussi soit au rendez-vous. Qu'en est-il précisément? Est-ce que vous auriez des éléments complémentaires à nous apporter? Alors, Monsieur le Président, tout d'abord, vos différentes questions me conduisent effectivement à bien clarifier le rôle qui est le nôtre et l'articulation avec les acheteurs de l'État, la DAE qui les pilote et qui les coordonne, et leurs interlocuteurs ensuite au sein des ministères. Nous jouons à leur égard un rôle de conseil.
et un rôle de partenaire et un rôle d'observateur, qui ensuite inspire ce que nous proposons en matière de normes. Un rôle de conseil. Tous les marchés conclus par les ministères ne transitent pas, et fort heureusement, par la direction des affaires juridiques. Nous édictons, nous sommes les experts d'un cadre juridique existant. Nous sommes là pour le clarifier à chaque fois que c'est nécessaire, pour apporter de la sécurité juridique lorsque cela est jugé utile, mais pas pour jouer un rôle de contrôle préalable de l'égalité. Donc tous les marchés ne transitent pas par nous. Je pense que ça, c'est bien clair, évidemment, dans votre esprit. Donc à l'égard de la DAE, nous sommes des interlocuteurs permanents, notamment sur tous les marchés sur lesquels ils estiment qu'il y a des difficultés ou des questions juridiques particulières. Ça peut être le cas, par exemple, sur des sujets justement d'urgence, de mobilisation des concepts d'urgence, de circonstances exceptionnelles pour faire face à des besoins inédits, nouveaux ou particulièrement urgents, encore une fois. Ça a pu être le cas pour éclairer des évolutions normatives. On parlait du cadre relatif aux considérations environnementales. C'est un cadre sur lequel nous avons beaucoup échangé pour éclairer la DAE qui a fait de la mise en œuvre de ces considérations l'un de ses objectifs et qui a d'ailleurs des résultats importants en la matière puisque l'État, les marchés de l'État intègrent déjà à 55% des considérations environnementales avant l'entrée en vigueur de cette obligation. C'est 55%, c'est plus de la moitié des marchés qui aujourd'hui, avant leur considération environnementale. Voilà. Donc, oui, c'est ce qu'il disait. Enfin, on était sur un chiffre à hauteur de 7%, enfin, qui remontait. Donc, mais ça, c'est la Cour des comptes qui l'a objectivé et qui le dit très clairement dans le rapport de décembre de 2024. Bon, je poursuis sur l'articulation avec la DAE. Rôle de conseil, donc, rôle de partenaire sur certains chantiers. Ça a été le cas notamment sur certains chantiers numériques, dès lors qu'ils concernent à la fois plateforme d'acheteurs, mais plus largement l'ensemble des opérateurs de la commande publique et des éditeurs de profils d'acheteurs. Dès lors qu'on excède donc le seul champ de l'État et qu'apparaissent des enjeux d'interopérabilité avec les autres acheteurs, l'ADAGE est partenaire. Et enfin, un rôle d'observateur dans le sens où tous ces irritants, évidemment, nous les intégrons pour proposer des évolutions, qu'elles soient normatives au plan interne ou européen. Donc, premier point. Sur le SPASER, donc effectivement, là encore, Direction des achats de l'État est pilote sur ce sujet. Nous, pour être tout à fait transparente, et c'est mon devoir évidemment, nous avons relu ce projet de SPASER pour en attester la conformité et nous assurer qu'elle répondait au cadre applicable sur un plan juridique. Et à ma connaissance, ce projet est en cours de finalisation, a été soumis au regard interministériel des autres administrations concernées pour une adoption qui devrait donc intervenir de façon imminente. Mais n'étant pas direction pilote, je me permets de vous renvoyer sur ce point à la direction des achats de l'État. Mais c'est donc un projet qui est, un schéma qui est en cours de finalisation. Comment est-ce que... Alors, sur l'aspect environnemental, Monsieur le Président, je me permets de revenir sur votre question qui faisait donc écho à des considérations de la Cour des comptes, c'est bien cela ? Oui, pour dire qu'en effet, on assistait à une progression en valeur. Hein, c'est les chiffres qui nous ont été donnés hier, confirmés. On est passé donc de 20% à 40% en valeur des marchés intégrant des considérations environnementales, mais avec de l'aveu même de la Cour des comptes, en fait, un effet plutôt très marginal, c'est-à-dire que d'après les études qu'ils ont menées, les
critères retenus, ou les critères de sélection, ou dans les conditions d'exécution, ne conduisaient pas, même avec une modification de l'appréciation, à changer l'attributaire. Donc pour eux, c'était pas cosmétique, c'est pas le terme qu'ils ont employé, mais c'était encore une fois plutôt marginal. Donc l'effet de transformation méritait quand même d'être un peu approfondi, parce que c'est vrai que par considération environnementale, on peut avoir des éléments qui seront vraiment assez légers dans le contenu comme dans l'orientation des marchés. Donc c'est la raison pour laquelle, moi, même si vous êtes bien sur les affaires juridiques, est-ce que vous intégrez bien cette dimension-là, même si encore une fois le rapport date de décembre 2024, et là aussi dans le rôle qui est le vôtre de conseil de partenaire, je reprends vos termes, vous agissez bien, parce que sur le SPASER, moi j'entends bien, encore une fois, vous n'êtes pas service acheteur, mais si je fais le parallèle avec la collectivité dans laquelle je siège, la direction des affaires juridiques, elle est là aussi pour dire à un moment donné à la collectivité, bah, attendez, là il faudrait quand même adopter un SPASER. Là, en l'occurrence, l'État, j'ai pas le détail des calendriers, mais va être parmi les derniers. Alors, je sais bien que c'est une structure de taille plus importante, mais vous avez aussi des moyens plus importants. Et est-ce que, à certains moments, vous avez été conduite, vous, vos prédécesseurs, à dire à l'exécutif aussi, à un moment donné, faites mouvement, parce que là, on va arriver en 2025. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Et on a l'État qui, de l'autre côté, dit aux collectivités, bah, jouez le jeu, faites le job. Enfin, la première des choses, de notre point de vue, c'est que l'État soit au rendez-vous. Donc là, il n'y a pas de mise en cause personnelle, hein, c'est bien clair. Mais dans votre rôle aux affaires juridiques, enfin, de mon point de vue, vous avez sans doute à rappeler aussi ce devoir-là. Est-ce que vous avez été conduite à le faire ou pas? Ça fait partie des éléments où vous pourriez peut-être nous éclairer. Très bien. Alors, sur l'évolution de l'intégration des considérations environnementales dans les marchés publics, je pense que, si vous me le permettez, Monsieur le Président, qu'il est tout de même tôt pour considérer que c'est une évolution cosmétique, dans la mesure où cette évolution normative n'est pas encore d'application pleine et entière. Elle le sera en août 2026. Donc nous observons là les considérations qui ont été intégrées à titre volontaire par les acheteurs, notamment par l'État. Premier point. Deuxième point, je n'ai pas eu connaissance de ce rapport de la Cour des comptes, mais nous en prendrons évidemment connaissance avec beaucoup d'intérêt. Je m'interroge sur le raisonnement consistant à dire qu'au motif que nous n'avons pas changé d'attributaire, il n'y a pas d'effet. On peut aussi peut-être regarder derrière l'évolution que l'attributaire lui-même a intégrée dans ses circuits, dans ses modalités de production, de ces mêmes considérations environnementales. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point. Troisième point, et vous l'avez souligné, c'est un enjeu qu'il ne faut pas minimiser et qui est devant nous. Ça, il faut tout à fait l'admettre. C'est l'enjeu qui s'attache à enrichir les données pour éclairer tous ces débats. Aujourd'hui, l'Observatoire économique de la commande publique est déjà en mesure, et c'est les chiffres d'ailleurs que reprend la Cour des comptes, de mesurer la présence des considérations, des clauses environnementales dans les marchés publics. Et vous l'avez dit, elles ont quand même significativement progressé puisqu'elles ont doublé en 3 ans. On est passé d'environ 16% à un tout petit peu moins de 30% de clauses environnementales dans les marchés publics. Donc une évolution tout de même en 3 ans significative et mesurée. Pour autant, il sera sans doute important et les nouvelles données essentielles de la commande publique telles qu'elles sont prévues par les arrêtés de fin 2022 que nous sommes en train d'intégrer au nouveau schéma d'intégration des données essentielles comporteront un niveau de granularité d'information sur ce que sont ces considérations environnementales beaucoup plus fin et qui nous permettra donc de mieux éclairer la politique publique et les éventuelles inflexions auxquelles elle doit donner lieu. Vous m'interrogiez ensuite à nouveau sur le SPASER. Nous avons été, comme je l'indiquais, consultés depuis ma prise de fonction, étant en contact fréquent et voire très étroit avec la direction des achats de l'État.
suis informée du fait que ce SPASER est l'une des priorités de cette direction et qu'elle poursuit en tout cas son cheminement. Je ne peux pas vous répondre sur les dispositions ou les mesures qu'avaient pu prendre mes prédécesseurs sur ce sujet pour éventuellement accélérer ce processus. En tout cas, il a été priorisé, il a pris un retard dont moi je ne peux pas répondre, n'étant pas pilote, encore une fois, sur cet aspect des choses, et ayant pu constater depuis ma prise de fonction, en tout cas, des progrès constants et une quasi-finalisation de ce processus. Voilà ce que je peux vous répondre, Monsieur le Président, sur ce point. Vous vouliez, je crois, revenir sur les données essentielles. Est-ce que vous voulez que je complète ma réponse sur ce point ? Je ne sais pas si est-ce que j'ai fait le tour de vos questions. Mayotte, pardon. Donc Mayotte, l'intervention de la direction juridique sur ce plan, elle a essentiellement eu lieu dans le cadre de l'élaboration du projet de loi d'urgence, dans le cadre duquel nous avons proposé plusieurs dispositifs dérogatoires, notamment aux obligations de publicité et de mise en concurrence, avec différents seuils, une absence d'obligation en deçà de 100 000 € pour tout type de marché, pas seulement pour les marchés de travaux, comme c'est le cas, je l'ai rappelé, au plan sur le reste du territoire, et des obligations allégées en matière de mise en concurrence en deçà de 2 millions d'euros également. Et une dispense aussi d'obligations en matière d'allotissement. Donc nous avons contribué et nous avons préparé et proposé ce cadre qui est très dérogatoire aux règles de la commande publique de droit commun, réclamé par les opérateurs et les acheteurs concernés à Mayotte. Et ça a été notre rôle essentiel en la matière. Nous n'avons pas été sollicités en revanche par le ministère de l'Intérieur sur le sujet que vous avez mentionné. Nous avons pu l'être ponctuellement au plus vif, si je puis dire, de la crise sur des considérations de recours à la notion d'urgence pour sécuriser certains ministères qui souhaitaient pouvoir conclure des marchés, notamment de gré à gré, pour répondre de façon extrêmement rapide à certains besoins sur place et auxquels nous avons répondu sur ce point pour les sécuriser dans leur démarche. Merci. Monsieur Lurel. Plusieurs questions. J'aimerais que vous clarifiez autant que cela est possible la réponse donnée à mon collègue sur la publicité pour la presse. Vous dites que une part essentielle du marché concurrentiel est préservée, 17% apparemment, mais que... 83%. C'est ça ? 83% reste... 83%. Alors, les 17%, c'est quoi ? C'est la direction des achats de l'État qui ne serait pas soumise aux mêmes contraintes de publicité. Alors, à nouveau, il faut distinguer le sujet des obligations de publicité qui s'appliquent de la même manière à tous les acheteurs, oui, avec des règles différentes en fonction de la nature des marchés et des seuils, mais qui s'appliquent de la même manière à tous les acheteurs et qui restent inchangées. Les règles de publicité ne changent pas. Ce qui évolue, c'est le support numérique par lequel vont transiter les procédures de passation des marchés, ce qu'on appelle les profils d'acheteurs. Aujourd'hui, l'État porte un profil d'acheteur dématérialisé qui est la plateforme Place, opérée par la direction des achats de l'État et l'Agence pour l'informatique financière de l'État qui est son maître d'œuvre. Et donc, l'un des objectifs pour rationaliser le paysage de ces profils d'acheteurs, c'est d'étendre en partie le champ du recours obligatoire à ce profil d'acheteur de l'État à l'ensemble de ces établissements publics et aux organismes sociaux. Voilà ce qui est proposé, monsieur le sénateur, par le gouvernement. Très bien, c'est plus clair pour moi. Deuxième question sur les SPASER. C'est une obligation depuis 2014. On a abaissé le seuil à 50 millions d'euros d'achat. Est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans après,
ça évolue? Est-ce que c'est adopté? Est-ce que c'est opposable? Quelle est la valeur juridique, notamment d'opposabilité du SPASER pour les collectivités? Est-ce que ça peut être une faiblesse juridique? Est-ce que ce serait attaquable? Troisième question, vous avez évoqué, il me semble, sauf si j'ai mal compris l'exposé, vous avez évoqué l'évolution depuis 10 ans, disons depuis 2015 avec les ordonnances et tout ça. Maintenant, c'est le code de la commande publique, donc c'est plutôt les marchés classiques. Quid de la concession, du droit des concessions? Est-ce que vous pourriez évoquer l'évolution des concessions? Parce que vous l'avez évoqué, il y a 2 axes, marché public et concession. Troisième question, c'est sur le Small Business Act. Est-ce qu'au-delà de ce que vous avez déjà exposé, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans Small Business Act? Personnellement, moi, quand j'étais ministre, on a fait passer quelques textes qui peuvent figurer dans les AAPC, dans le règlement de la consultation, disons dans le cahier des charges, sur les circuits courts, notamment pour tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est agricole ou agro-transformé. À savoir que quand c'est peu émetteur de CO2, ça peut figurer comme l'un des critères dans le règlement de la consultation. On a également fait passer récemment un texte, puisque ce texte-là, j'avais un texte qui réservait en sous-traitance, au-delà des seuils de 500 000 € de marché dans les collectivités, une sous-traitance de 1/3 du volume pouvait être réservée aux PME, avec la définition européenne des PME. C'était une expérimentation qui n'a pas été reconduite. On a repris le texte. J'ai fait adopter un amendement récemment, je crois, sous la simplification, je ne sais plus quel texte, et qui est à l'examen aujourd'hui. Est-ce que ça peut passer et être pérennisé? Ça existe aux États-Unis, on l'a dit. Ce SBA, nous on a appelé ça stratégie du bon achat. En fait, disons clairement, il y a une dose de protectionnisme dedans. Pour ce qui concerne l'alimentaire, on peut donner quelques priorités à ceux qui sont proches, qui émettent peu de CO2, notamment pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les cantines scolaires et que sais-je encore. Bon, est-ce qu'on peut enrichir ce SBA? Et qu'est-ce qu'on pourrait y mettre vraiment? Dernière chose, quelles sont les difficultés? Bon, vous êtes une direction juridique, vous n'êtes pas l'acheteur public, mais vous donnez des conseils. Quels sont, en termes d'urgence et en termes de circonstances exceptionnelles, et c'est le cas de Mayotte, ça a été il y a quelques années, le cas de Saint-Martin, après Irma, le cyclone, quelles sont les difficultés opérationnelles, puisque le président a évoqué les difficultés pour faire aboutir tout ça? Quelles sont les difficultés opérationnelles? Est-ce qu'elles sont d'ordre juridique pour mobiliser les crédits publics et atteindre les objectifs dans des délais raisonnables? Voilà les quelques questions sur SPASER, sur concession et sur circonstances exceptionnelles. Alors, sur le SPASER, c'était effectivement une obligation applicable aux collectivités territoriales qui a été rendue applicable postérieurement à l'État depuis 2023. C'est un document qui est obligatoire en vertu de la loi. De ce point de vue, c'est une obligation légale, alors qui ne donne pas lieu, effectivement, Monsieur le Président l'a rappelé, à sanction. À défaut, mais c'est une obligation néanmoins, et c'est un document de portée programmatique. Voilà. Je viens ensuite sur votre question relative au Small Business Act qui renvoie sous votre contrôle à la question de savoir comment favoriser notamment l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Rappelez d'abord que le droit en vigueur comportait déjà un certain nombre d'outils qui permettent de favoriser l'accès des PME à la commande publique. Des outils qui ont trait d'abord à la structuration des marchés. Le principe d'allotissement, je le rappelle, est un principe qui est fondamentalement protecteur de l'accès des PME à la commande publique. Dispositions aussi qui permettent qui prévoient une part minimale d'exécution confiée aux PME dans le cadre des marchés globaux. Part d'exécution
que sur initiative de cette direction, qui a été rehaussée dans les décrets de simplification que j'évoquais tout à l'heure et qui est passé de 10 à 20%. Donc dans les marchés globaux, marchés de partenariat, la part, lorsque le titulaire lui-même n'est pas une PME ou un artisan, il doit s'engager à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans une part minimale du montant prévisionnel du marché à des PME qui est d'au moins 20%. C'est donc déjà aussi un autre dispositif protecteur des PME. Il faut aussi mentionner dans ce cadre-là les règles relatives à l'exécution financière des marchés, qui jouent un rôle très important dans l'encouragement, en tout cas, des PME à accéder à la commande publique, le fait d'obliger les acheteurs à passer par des marchés à prix révisables, les règles relatives aux avances, les taux de retenue de garantie, qui sont aussi abaissés lorsque le titulaire du contrat est une PME. Et j'ai rappelé aussi les évolutions significatives tout de même opérées depuis 2016 en matière de rehaussement des règles de publicité et de mise en concurrence. On était en 2016 encore à un seuil de 15 000 €, je me permets de le rappeler, rehaussé à 25 000, à 40 000 et pour certains marchés à 100 000 €, donc dans un laps de temps relativement court. Tout cela contribue à faciliter l'accès des PME à la commande publique. Vous avez mentionné, monsieur le sénateur, des dispositions qui sont en cours de discussion dans le cadre du projet de loi de simplification, effectivement, qui porte un dispositif expérimental de réservation de 30% des parts d'exécution de marché aux PME locales, qui est une disposition qui, en l'état, est adoptée par la commission spéciale à l'issue des débats qui ont eu lieu la semaine dernière. Voilà, donc tous ces éléments sont tout un arsenal d'outils juridiques qui visent à faciliter l'accès des PME au marché public. Je me permets aussi d'appeler l'attention sur le fait que, et c'est toujours cet élément d'équilibre dont beaucoup de vos interlocuteurs ont parlé, à trop imposer de règles aussi dans ce domaine, on peut créer de la contrainte pour les acheteurs. Tout marché ou toute prestation ne trouve pas toujours PME apte à répondre aux besoins. Voilà, donc il faut, et c'est le sens résolument des dispositions qu'a proposées ou prises le gouvernement récemment, continuer à accentuer et favoriser l'accès des PME, mais dans ce sens toujours d'équilibre des dispositions que nous prenons. Voilà. Juste avant oui. Si tu permets, parce que je devrais, hélas parti, sur le principe de l'allotissement. C'est un principe. Un marché global peut ne pas faire l'objet d'un lotissement. Et ça me paraît tout à fait légal. C'est un principe. Et moi, ça m'est arrivé personnellement en tant qu'exécutif de ne pas allotir, parce que c'est un marché complexe. On m'en a fait le reproche. On l'a justifié, je crois que c'était l'article 10 du Code des marchés publics de l'époque, mais c'est un principe. Quel est donc le caractère obligatoire de ce principe ? Alors, il connaît effectivement certaines dérogations. Le marché global y apporte dans certains cas des dérogations, mais justement, ça justifie la disposition que je rappelais tout à l'heure qui a conduit à rehausser la part d'exécution minimale allouée aux PME à 20%, précisément dans le cadre de ces marchés globaux. Concession, monsieur le sénateur, est-ce que vous pourriez me préciser le sens de votre question ? C'était les deux grands axes. On parlait d'évolution sur les 10 dernières années. Est-ce que ça a évolué ? Pardon. On parlait de l'évolution, si j'ose dire, du droit. On a évoqué là essentiellement les marchés, disons, classiques. Quelle a été l'évolution du droit en matière de droit des concessions ?
Je dirais que l'évolution fondamentale, c'est l'adoption de la directive de 2014 propre aux concessions. C'est à ça que je faisais référence tout à l'heure dans le cadre de mon intervention. Et cette dichotomie, désormais, entre le droit des marchés et le droit des concessions, ça n'est pas un champ qui a connu des évolutions conceptuelles, en tout cas, fondamentales au cours des 10 dernières années. L'enjeu, pour ce qui nous concerne, si vous permettez de rebondir, c'est surtout de mieux intégrer le champ des concessions à l'activité qui est celui à notre activité d'observatoire économique de la commande publique, notamment une meilleure exploitation des données relatives aux concessions, puisque longtemps cette obligation de recensement des données s'est limitée au seul marché public. Elle a été étendue plus tardivement aux concessions et notamment dans notre activité de publication des données et d'analyse annuelle des données en matière de commande publique. L'un de nos enjeux et de nos priorités, c'est d'intégrer tout le champ des concessions à cette activité. Donc c'est plutôt une activité d'analyse, de traitement des données essentielles pour éclairer l'évolution des pratiques d'achat et dans la matière que stricto sensu des évolutions normatives, si ce n'est qu'elles répondraient aux enjeux que j'ai par ailleurs déjà mentionnés, qui sont transversaux en matière de révision des directives européennes et qui inclura donc aussi l'outil, la directive concession. Je vous remercie pour ces dernières précisions et simplement compléter en disant que du côté des collectivités, encore une fois, moi j'ai l'expérience d'une région, la région Bretagne. Nous avons mis en ligne un observatoire des données de l'achat public au printemps 2022. À ma connaissance, nous étions les premiers et pas loin d'être les seuls encore à avoir réalisé ce travail. Et donc là, nous intégrons progressivement les données en effet liées aux concessions, délégations de services publics. Et j'en profite simplement, ce ne sera pas une question, mais pour inviter l'État, quand il travaille sur la récolte, la qualification des données, à pouvoir y associer le plus tôt possible les collectivités, à prendre en compte le temps d'avance qu'elles peuvent parfois avoir. Parce que trop souvent, on se rend compte qu'en fait, l'État intervient parfois après, fixe des règles, des contraintes qui rendent les outils ou compliqués, voire dans certains cas inopérants, alors même que l'État pourrait prendre appui sur des savoir-faire et des outils d'ailleurs qu'on met en libre service. Donc dans la manière de faire que l'État, en particulier en matière de commande publique où les collectivités ont un rôle clé à jouer, qu'il puisse y avoir cette logique de co-construction et pas simplement de dynamique trop souvent descendante. Encore une fois, vous n'en êtes pas la seule responsable, loin de là, mais que sur ces évolutions, on puisse essayer de prendre ces bonnes habitudes. Ce serait là aussi salutaire, je pense, pour tout le monde. En tout cas, je voulais vous remercier, Madame la Directrice, pour vos réponses, et puis nous ne manquerons pas de compléter nos échanges à travers le questionnaire qui vous a été adressé et puis les points complémentaires que nous pourrions avoir avec Monsieur le rapporteur et les membres de cette commission d'enquête. Merci à vous. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur, merci à tous.
Ah oui. Si, je reviens. C'est pas... Bah, 19h50.